le lien de cette dérivée avec la différentielle. F' au point A suivant la direction V, c'est tout simplement la différentielle de F au point A appliquée à V. Puis après, j'ai défini ce qu'est le gradient, puisqu'on va traiter les fonctions à valeur réelle, donc quand l'espace d'arrivée est de dimension 1. Donc la jacobienne est réduite à une ligne et sera transposée, on la confond avec le vecteur de Rn qu'on l'a appelé gradient, c'est le gradient de f. Donc dès lors, la différentielle de f se calcule rapidement en termes du gradient. Il suffit de faire le produit scalaire entre le gradient et le vecteur dans lequel on cherche la différentielle. Et après, je vous ai dit, il y a un lien entre le gradient et la dérivée directionnelle. Je vais reparler de ça prochainement, je parle de cette séance. Je vais montrer la relation ou le lien entre le gradient et la dérivée directionnelle. Pourquoi faire? C'est pour justement donner l'interprétation graphique du gradient. Le gradient, en fait, c'est le cœur, si vous voulez, le cœur de l'optimisation est concentré sur le gradient, sur l'interprétation graphique. Même les schémas numériques, en fait, se construisent avec le gradient. Puis après, une fois le gradient est défini, je vais annoncer les formules Taylor-Young à l'ordre 1 et 2. Pourquoi faire? Eh bien, ça va nous permettre d'étudier la nature d'un point critique donné. Ça permet d'analyser les points critiques qu'on a en analysant la partie d'ordre 2, c'est-à-dire là où il y a la Hessienne. C'est comme la dérivée seconde pour les fonctions d'une seule variable. Et puis après, le dernier paragraphe sur je vais parler des extrémums libres. Après ça, il va nous rester donc une toute dernière partie, un tout petit paragraphe sur les extrémums liés. Un cas on va traiter juste un cas particulier contre l'égalité, contre la contrainte, s'écrit sous forme d'égalité ou inégalité. Bon. Donc le gradient, ben, une fois notre fonction est différenciable, alors le gradient et la dérivée directionnelle, elles sont liées par cette relation. Je me donne toujours dn ouvert comme toujours, de Rn, f l'application de d des valeurs dans R, à un point de l'ouvert d. Sinon, si jamais d n'est pas ouvert, on se place à l'intérieur, on s'éloigne du bord. Et je me donne un vecteur v unitaire de Rn. Le vecteur unitaire, c'est pour définir par la dérivée directionnelle. Et dans la littérature, vous pouvez trouver aussi la dérivée directionnelle suivant un vecteur v non nul, pas forcément unitaire. Je préfère le prendre unitaire parce que j'ai une belle interprétation derrière. Mais en gros, la généralité de l'interprétation et aussi des résultats ne change pas si votre vecteur n'est pas unitaire. Il y a toujours la norme de v en trop dans le calcul. Bon, donc si f est différenciable en A, alors je sais que les dérivées directionnelles existent, et puis les dérivées partielles aussi, les dérivées partielles qui définissent les composantes du vecteur gradient. Donc j'ai deux quantités, les deux elles sont égales à la différentielle. Donc f'v au point A, on a montré la dernière fois que c'est égal à la différentielle de f au point A appliquée à v, attention, l'inverse, à et v. Et puis la différentielle aussi, et comme ma fonction est à valeur réelle, elle s'exprime aussi en termes du gradient, c'est tout simplement le gradient de f au point A scalaire v. Puis on égalise les deux quantités, puisque les deux elles sont égales à la même chose, la différentielle de f au point A. Voilà. Ce que j'ai dit, la différentielle. C'est aussi, d'une part, c'est f'v au point A, d'autre part, c'est aussi le gradient de f A scalaire v. Et donc, on oublie ce terme. Donc, je vois l'égalité entre le gradient de f scalaire v avec f'v au point A. Et dès lors, j'ai une belle interprétation du gradient. Comment ça? Je reviens à la définition du produit scalaire que vous connaissez depuis le secondaire. X scalaire y, c'est norme de x, norme de y, fois cosinus l'angle que fait x avec y. C'est pareil ici, même en dimension supérieure. Donc, si j'appelle θ l'angle que fait le gradient avec le vecteur v,
Eh bien, f'V est tout simplement norme de grade FA fois norme de V, on l'a pris unitaire, donc de norme 1, fois cosinus de l'angle que fait grade F avec V, qu'on a appelé θ. Bon, et alors, d'après, après, ben, on analyse un peu, on regarde ce qui se passe si V est arbitraire. Donc, quand V bouge, quand V varie, cette quantité, elle varie. Comment ça? Oui, parce que le cos varie. Quand V varie, l'angle θ varie, et donc le cosinus varie. A étant fixé en un point donné. A, le grade F a une valeur donnée, fois cosinus l'angle que fait le gradient avec V. Donc, je répète, donc, quand V varie, le cos varie entre moins 1 et 1. Donc f'V au point A, qui, je vous rappelle, c'est le taux d'accroissement de F autour de A, donc évalué dans la direction de V. Donc entre A plus V et A. Elle atteint son max quand le cos vaut 1, c'est-à-dire quand θ vaut 0. Et atteint son min, qui est moins 1, quand θ vaut pi. Donc, je reprends. Quand θ vaut 0, cosinus atteint sa valeur maximale qui est 1, et f'V max, dans ce cas, c'est la plus grande valeur que peut atteindre f'V, c'est l'énorme de grade FA. Puis, si jamais θ égale à pi, alors f' atteint son min, c'est le taux de creusement minimal. Et dans ce cas, le cos vaut moins 1, donc f'V vaut moins norme de grade FA. D'accord? Ça veut dire quoi, ça? Quand θ vaut 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand V pointe dans le même sens, même direction, même sens que grade FA. Et quand θ égale pi, ça veut dire que quand V est dans la même direction, mais de sens opposé que grade FA. Ça veut dire quoi? J'attends une réponse là. Dans quelle direction il pointe le gradient donc? Direction opposée. Direction opposée. Non, quelle direction opposée? Non. Je reprends. Donc, quand V varie, j'ai pris V arbitraire, pourquoi faire? C'est pour donner une interprétation du gradient. Le but, c'est pas d'interpréter V, c'est d'interpréter le gradient. Donc, pour savoir dans quelle direction il pointe, quand V varie, le cos varie, f'V atteint son max quand θ vaut 0, et quand θ devient 0 et nul, cela veut dire que V et grade FA pointent dans le même sens et même direction que le gradient. Deux vecteurs collinéaires, même sens, même direction, même ce que vous voulez. Bah, j'oublie V maintenant. Ça veut dire que le gradient, il pointe dans la direction de croissance maximale de R. Voilà ce que ça veut dire. Oui. Et la deuxième égalité, quand θ égale à moins pi, j'ai moins norme de grade FA. Ça veut dire que l'opposé du gradient, il pointe dans la direction de décroissance maximale. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, en d'autres termes, si vous voulez, donc vous êtes un point donné sur la surface de F. Si vous voulez aller le plus rapidement possible vers la pointe ou le point le plus élevé de votre surface, il faut suivre en fait le gradient de F. Regardez le gradient, il pointe dans quelle direction, vous allez le suivre pour atteindre le point maximum le plus rapidement possible. Et si vous voulez atteindre le point minimum le plus rapidement possible, vous allez suivre en fait moins le gradient de F en A. Voilà une première propriété fondamentale à retenir jusqu'à la fin de vos jours. Le gradient, il pointe dans la direction de croissance maximale de F. Le gradient, il pointe toujours dans la direction de croissance maximale de F. Là où il y a la flèche, là où F croît, ça veut dire dans cette direction, dans ce sens, et dans cette direction, la fonction, elle croît. Puis sa norme donne en fait le taux d'accroissement maximal de F. Bon, une deuxième propriété fondamentale aussi à retenir,
c'est que le gradient est toujours orthogonal à l'ensemble des niveaux. Vous allez me dire, ça veut dire quoi ensemble de niveaux? D'accord. Vous connaissez je suppose que vous connaissez les isothermes ou les isobars, hein. Des courbes, en fait, sur lesquelles la fonction prend toujours une constante. Bon, voilà ce que ça veut dire. À quoi ressemble l'ensemble de niveaux quand on est dans R2? Ben, ça ressemble à des courbes comme ceci, hein. Par exemple, la fonction x2 plus y2. Sa surface, la courbe représentative est une parabole, paraboloïde plutôt. Ça ressemble à ça. Ces courbes de niveau, par exemple le niveau 10, le niveau 10 correspondant, c'est l'ensemble des x de R2, tel que f de x prend toujours 10. C'est-à-dire quand x2 plus y2, x2 plus y2 vaut 10. C'est l'équation du cercle de centre l'origine 0, 0 et de rayon racine de 10. C'est le cercle ici bleu. Pas tout à fait un cercle parce que le repère, ici, je n'ai pas un repère, mais ici, je crois. Oui. L'échelle ici, scale ici, suivant y, n'est pas égal à celui de x. Bon, bon mais normalement, c'est des cercles parfaits, hein. Le niveau 20, pareil, je mets f de x égale 20, donc x2 plus y2 égale 20, c'est le cercle centré en 0, 0, de rayon racine de 20, c'est le deuxième cercle, un peu plus gros. Ainsi de suite. Donc, quand on est dans R2, les courbes de niveau, ce sont des courbes pas forcément fermées, hein, peuvent être ouvertes, hein, pas forcément des courbes fermées. Attention, l'ensemble de niveaux peut être une surface si on est en dimension supérieure. Par exemple, pour la fonction racine de x2 plus y2 plus z2, si on considère son ensemble de niveau 1, je fais quoi? Je vais chercher les x, y, z de R cube, tel que cette quantité vaut toujours 1. C'est l'équation de la sphère unité de centre 0 et de rayon 1. Si je peux, pour le niveau racine de 2, pareil, je mets égal à racine de 2. C'est l'équation d'une sphère, de la sphère de centre 0, 0 et de rayon racine de 2. En fait, des sphères emboîtées, si vous voulez, pour ne pas encombrer la figure, hein, je les ai séparées. Et aussi, en dimension supérieure, donc les ensembles du niveau peuvent être des volumes ou des hypersurfaces, hein, pas forcément des courbes. Bon, alors revenons à notre propriété qu'on cherche à prouver, à démontrer. Le gradient est orthogonal à l'ensemble du niveau. On a compris ce qu'est l'ensemble du niveau, donc un ensemble pour lequel la fonction est toujours constante. Alors, pourquoi le gradient est toujours orthogonal à ces courbes de niveau, ces surfaces de niveau? En d'autres termes, pourquoi le gradient est orthogonal au plan tangent à la surface ou à la courbe donnée, la courbe de niveau donnée. Avant de faire la preuve, examinons cette propriété sur deux exemples pour ces deux fonctions, hein, x2 plus y2 et l'autre racine de x2 plus y2 plus z2. Pour voir si notre propriété est bonne. Bon, je considère le niveau 1 un niveau quelconque de la fonction x2 plus y2, qui est dans ce cas le cercle unité, le cercle de centre 0 et de rayon 2. Donc on veut prouver que le gradient il est orthogonal à cette surface du niveau, c'est-à-dire à n'importe quel point le gradient est orthogonal à la tangente correspondante. Et pour trouver la tangente, c'est ce que vous faites toujours en physique, c'est la tangente est dirigée, en fait, un générateur, vous avez un générateur de la tangente, c'est le vecteur vitesse de votre mobile. Donc on imagine un mobile qui se déplace le long de cette courbe, une courbe continue bien sûr, assez régulière quand même, décrite sur notre surface ou notre courbe. Puis le vecteur vitesse, c'est lui qui va diriger la tangente. Et puis on va tester en fait le produit scalaire entre le gradient et ce vecteur vitesse. Ben, normalement, on est censé trouver 0 si notre propriété est bonne. Je prends donc un point arbitraire de ma courbe de niveau, que j'appelle A. J'aurais pu prendre celui-là ou l'autre, n'importe quel point. Je le fixe. Et je vais considérer, je prends une courbe qui passe par A, une courbe continue décrite sur notre surface de niveau, notre courbe de niveau, par exemple cette courbe verte. Une paramétrisation de cette courbe cos t sin t. J'appelle t l'angle que fait ce vecteur avec cet axe.
Et je suppose que cette courbe, elle passe, la mobile qui se déplace en fait sur cette courbe, elle passe par A à l'instant t0 égale pi sur 4. Alors, donc, je vais faire quoi? Je veux tester le produit scalaire en fait. Je veux faire le gradient de f au point A, au scalaire, gamma point, au point t0, est-ce qu'on trouve 0? Alors, le point A, je peux le voir comme gamma à l'instant t 0. Donc, grade FA, c'est le gradient de f au point gamma t0. Pour trouver ce gradient, j'évalue le gradient en un point gamma de t quelconque. Donc, gradient de f en un point xy, c'est 2x, puis 2y. Composé avec gamma de t cos t sin t, donc j'ai donc 2 cos, 2 cos t, 2 sin t. Évalué en t0 pi sur 4 donne donc 2 fois racine de 2 sur 2, donc racine de 2, puis là aussi racine de 2. Donc notez ça, donc j'ai racine de 2, comme vecteur grade f point A. Pour gamma point, donc on dérive chaque composante. Dérivé de cos c'est moins sin, puis dérivé de sin c'est cos. En t0 donne moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Je fais le produit scalaire et on trouve bien 0. Donc la propriété ici elle est vérifiée. Je peux le faire, enfin ce résultat je peux l'appliquer en n'importe quel point, donc arbitraire, de ma courbe de niveau. Et donc on vérifie bien que le gradient est orthogonal à toute courbe décrite sur la courbe de niveau et passant par là. En d'autres termes, le gradient il est orthogonal à la tangente, à la courbe de niveau, à n'importe quelle tangente à la courbe de niveau. Bon, examinons un autre exemple, un autre cas. Le cas de la fonction racine de x2 plus y2 plus z2. Oui, quand l'ensemble de niveaux est une surface, c'est bien, c'est la sphère, le centre 0 et de rayon, ici c'est le niveau 1, donc c'est la sphère unité. Pareil que tout à l'heure, je vais montrer que le gradient est orthogonal au plan tangent en fait à cette surface. Et pour trouver le plan tangent, il nous faut deux vecteurs de celui-ci, deux vecteurs générateurs. Donc je considère une première courbe sur méridien. C'est la courbe 0 cos t sin t, oui, elle est dessinée dans le plan x égale 0. Et qui passe par A à l'instant t0 égale pi sur 2. Voici ma courbe, la courbe magenta. Donc pareil que tout à l'heure, j'évalue le gradient en gamma t0. On a un point arbitraire, donc ça va donner, alors je dirais par rapport à x, j'ai 2x sur 2 racines, donc les deux se simplifient, j'ai x sur racine, x plus y plus z2. La racine en bas vaut 1 parce que j'ai cos carré plus sin carré, il me reste donc tout simplement x sur x seulement, donc x en 0 donne 0. Après, par rapport à y, l'idée sur y, donc y sur racine de la même chose. Donc, le terme d'en bas vaut 1, il me reste y, donc y ici c'est cos t, et puis sin t. En pi sur 2 donne 0, cos pi sur 2, 0, et puis sin pi sur 2, 1. C'est le vecteur 0, 0, 1. Vous voyez, le point A il est au pôle nord de la sphère, le gradient c'est bien le vecteur, c'est comme le vecteur z, vecteur unitaire sur z. 0, 0, 1. D'accord. Vecteur vitesse ici, gamma point t0. On imagine que le mobile se déplace dans ce sens. Donc gamma point c'est 0, moins sin t cos t, évalué en pi sur 2 donne 0, moins 1, et puis 0. 0, moins 1, 0. Je fais le produit scalaire avec 0, 0, 1, je trouve 0. En effet, donc encore une fois, ma propriété est bonne en dimension supérieure. A étant arbitraire, et la courbe aussi elle est arbitraire, donc j'aurais pu prendre l'autre méridien, hein. Suivant l'autre direction, l'autre méridien, gamma point serait donc dans cette direction,
Et on refait pareil. Le gradient est orthogonal. On dispose donc de deux vecteurs linéairement indépendants. Ils forment donc une base de R2. Oui, le plan ici est de dimension 2. On est dans R3. Donc on dispose d'une base, j'ai donc le plan et le gradient il est orthogonal à ce plan. Donc le plan tangent à la surface au point A. Je peux faire ça à n'importe quel point A de la sphère. Donc c'est valable en tout point de la sphère, donc sur tout l'ensemble du niveau. Bon, alors, voilà, donc notre propriété est bonne. Donc on aimerait bien donc faire la preuve proprement. Pourquoi en fait le gradient grade f au point A scalaire gamma point, on a un point donné, l'instant donné était 0 ou 0, donne toujours 0. Pourquoi? Pourquoi on trouve toujours 0? Est-ce que vous auriez une idée? Est-ce que ça a un rapport avec la forme géométrique de notre ensemble de niveaux, ou bien ça a un rapport avec la paramétrisation de gamma, ou pas forcément? Ça marche à tous les coups, ou ça marche dans un cadre beaucoup plus général. Vous aurez une réponse? Une idée? Cette quantité, elle vous fait penser à quoi? Grade f gamma t0, gamma point t0. Bon, je fais encore plus simple. Grade f au point A scalaire v. Grade f au point A scalaire v. Ça vous fait penser à quoi? Jacobien. A? Ouais. Jacobien fois vecteur, le différentiel. Euh, Presque, tu y es presque. Gradient scalaire, grade FA scalaire V. Grade FA scalaire V. C'est la différentielle de F au point A appliquée à V, n'est-ce pas? La différentielle de F au point A appliquée à V, c'est grade F au point A scalaire V. Donc, cette quantité n'est rien d'autre que la différentielle de F au point A appliquée à V. Et c'est 0, c'est toujours 0, c'est normal, la différentielle est nulle. Pourquoi? Parce que f en gamma, si f de A, f en gamma est toujours constante. Et la différentielle d'une constante est nulle. F composé avec cette courbe, ça donne toujours, regardez, 0 plus cos carré plus sin carré, ça donne toujours 1. Parfois, c'est normal. Sa différentielle est nulle. Et la différentielle, c'est tout simplement ça. Bon, voici la preuve donc. En dimension quelconque arbitraire, n supérieur égal à 3, 4, 5, 6, peu importe, ça marche à tous les coups. Donc la surface, c'est la surface du niveau, hein, c'est f-1 d'une certaine constante. Et oui, l'ensemble du niveau, c'est l'ensemble des f de x égale à une constante. P. Donc les dimensions Rn-1. Je prends donc pour trouver, pour tester ma formule, justement, le gradient, je montrais que le gradient est orthogonal à l'ensemble du niveau correspondant. Donc, je prends, comme tout à l'heure, une courbe donnée, décrite sur quelconque arbitraire, passant par A, disons à l'instant 0, et qui reste incluse, donc son support, son image est dans S. Donc, une courbe décrite sur la surface du niveau. Voici mon gamma point en 0. Donc on va montrer que le produit scalaire grade f a scalaire gamma point 0 est égal à 0.
Donc je suppose que ma courbe passe par A à l'instant t égale à 0. On a bien f en gamma égale à p égale à constante. Et oui. Parce que à n'importe quel instant t, gamma de t est décrite sur la surface. Et en tout point de la surface, l'image par f, c'est p. Voilà, constante. Constante, donc la différentielle en n'importe quel point, c'est 0. La différentielle en particulier en 0. Et si j'applique donc la formule de la composée des différentiels, la différentielle de la composée plutôt, c'est la différentielle de f au point gamma 0 que l'on compose avec la différentielle de gamma en 0 appliquée à t, je trouve 0. Puis on manipule des fonctions en valeur réelle, donc la différentielle s'exprime en termes de gradient. Donc, vous voyez, cette quantité, cette composition, c'est tout simplement le produit scalaire entre le gradient de f en gamma 0 scalaire. Alors la différentielle de gamma 0, c'est t fois gamma point 0, quel que soit t dans R. Donc je peux oublier t. Donc gamma f, gradient de f scalaire gamma point 0 donne 0. Ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le vecteur bleu est orthogonal au vecteur rouge. La courbe étant arbitraire, hein, je peux faire ça tant de fois que je veux, jusqu'à ce que j'obtienne n-1 vecteur linéairement indépendant pour définir le plan tangent, et pour pouvoir conclure que le gradient est orthogonal au plan tangent à S. À la surface de niveau S, je dis bien de niveau, non pas à la surface qui représente F, non, la surface de niveau. Je dis bien la surface de niveau. Le gradient est orthogonal à l'ensemble de niveaux. Ou bien orthogonal au plan tangent à la surface du niveau point A. Voilà. Donc à retenir ces deux propriétés fondamentales, le gradient il pointe toujours dans la direction de croissance maximale, sa norme donne le taux d'accroissement maximal, la valeur exacte, et puis il est toujours orthogonal à l'ensemble des niveaux. Toujours orthogonal à l'ensemble des niveaux. Voilà. Des questions avant que je passe à autre chose? Non, normalement. D'accord. Bon. Une fois le gradient, on a compris ce qu'est le gradient. La dernière fois, on a défini ce qu'est la haïtienne. Donc, il est temps d'énoncer, on peut énoncer donc la formule de Taylor. À l'ordre 1 et à l'ordre 2. Alors, à l'ordre 1, je suppose que ma fonction est de classe C1. C'est la formule qu'on connaît. Hein. À chaque fois que je vois f', je le remplace par la différentielle, tout simplement. F seconde, je le remplace par la différentielle seconde, ainsi de suite. Donc, au voisinage de h égale à 0, au voisinage de 0, f de a plus h s'écrit f de a plus, normalement, f' de a ici, fois h, qu'on va remplacer par la différentielle de f au point a, appliqué à h, plus petit o de norme de h. Puis ma fonction, comme elle a la valeur réelle, donc la différentielle s'exprime en termes de gradient, c'est tout simplement le produit scalaire entre le gradient et h. Facile à retenir, je suppose. Pour la différentielle, mais on peut affaiblir hein, l'hypothèse ici. F différentiable devrait suffire, mais bon. C'est vrai que dans les exemples, dans la pratique, on est face à des fonctions super régulières, généralement de classe C, excepté en quelques points. Donc si ma fonction est de classe C2, ben, j'écris ma formule que je connais depuis l'année dernière, donc f de a plus f' de a fois h plus 1 sur factoriel 2 f seconde de a fois h2. Ben, je change ce qu'il faut changer, donc à la place de f' a fois h, j'ai la différentielle de f.a qu'on exprime en termes de gradient. Puis pour la dérivée seconde, f seconde de a fois h2, il faut faire attention à ça. Donc la différentielle seconde, c'est pas un nombre, c'est une. La différentielle est une forme. Bah, dans ce cas, elle est quadratique. En général, c'est une forme qui est bilinéaire, pas forcément symétrique, mais dans le meilleur des cas, dans ce cas, oui. Si ma fonction est de classe C2, elle va être symétrique.
Puis à la place de H2, on écrit donc H, virgule H. Matriciellement, je sais qu'elle est représentée, on peut la représenter par une matrice. La matrice, on l'a appelée la Hessienne. Donc pour trouver rapidement la différentielle d'ordre 2, on peut faire soit le produit matriciel, donc transposé de H fois la matrice hessienne fois le vecteur H, ou bien on peut le voir comme un produit scalaire hessienne de F fois H, scalaire H. Bien sûr, n'oubliez pas le 1,5. Si vous voulez DL à l'ordre 3, vous allez rajouter donc le terme, quatrième terme, donc 1 sur factoriel 3, la dérivée, la différentielle d'ordre 3, qui est une forme linéaire, ainsi de suite. Bon, alors, une autre manière d'écrire ces formules, si je pose x égale à A plus h, quand x est proche de a, quand h tend vers 0, c'est-à-dire quand x est proche de a, les formules s'écrivent. À la place de a plus h, je mets x, f de a, plus nabla f, gradient de f point a scalaire. À la place de h, j'ai x moins a. Là où je vois h, je remplace h par x moins a. Voilà. Et pour mémoire, on va traiter un exemple. On va chercher le dl à l'ordre 2 de exponentielle de x plus y. D'abord, quant à l'existence du Taylor, de la formule Taylor, il n'y a aucun souci. Hein. La fonction est de classe C2, même si infinie. Donc le DL existe. Pour le trouver, j'ai besoin donc du gradient de f en 0, 0 et de la sienne de f en 0, 0. On les injecte ici dans la formule. C'est tout, c'est terminé. Donc alors, fxy, je passe à l'écriture colonne, en colonne. Fxy, alors f de a, f0, 0, plus le gradient de f au point 1. Alors, gradient df sur dx, c'est 2 fois exponentielle 2x plus y, évalué en 0, 0 dans 2, donc 2 comme première composante. Deuxième composante, je fais la différentielle par rapport à y, j'ai 1 fois exponentielle 2x plus y, donc 1 comme deuxième composante du gradient. Voici le gradient de 1, scalaire le vecteur x moins a, donc x moins 0, y moins 0, la résultante c'est xy, terminé. Pour la hessienne, donc la dérivée, le gradient du gradient, si vous voulez. Hein. Donc la dérivée seconde par rapport à x, donc première dérivée, c'est 2 fois exponentielle, une deuxième dérivée, encore un 2 qui va sortir, donc 4. 4 comme premier coefficient, après 2 comme deuxième coefficient, deuxième ligne, première colonne 2, et après 1, donc 2, non, plutôt, j'ai dit quoi, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 2, 1, voilà. Ça, c'est notre hessienne. Le vecteur x moins a, xy, scalaire xy, et voilà. Facile. Puis je développe, je ne sais pas comme ça, hein, je développe. Donc f0, 0, c'est 1. 1, après j'ai 2x plus y. Donc 1 plus 2x plus y, plus scalaire, 2x plus y, plus. Et arrangez-vous pour trouver l'autre terme. Bon. Une petite remarque ici. Cette approximation affine ici, 1 plus 2x plus y, c'est l'équation du plan tangent à la surface de F. Vous écrivez z égale 1 plus 2x plus y. C'est l'équation du plan tangent à la surface. À la surface, au graphe de F, qui est une surface dans ce cas. Une surface de F. Vous voyez, le vecteur 2, 1 ici n'est pas orthogonal à cette surface. Attention. Plutôt le vecteur 2, 1 et avec moins 1 comme troisième composante. Par contre, 2, 1, si vous dessinez les courbes du niveau de F, vous verrez que le vecteur 2, 1 en 0, 0, hein, il est bien orthogonal à l'ensemble de niveaux correspondants. En bas, dans R2. Bon. C'est tout. Hein. À quoi servent les formules Taylor? C'est pour pouvoir examiner les points critiques. C'est-à-dire, un point critique, c'est quoi? C'est un point dans lequel le gradient est nul ou la dérivée est nulle. Donc, du coup, la partie affine n'existe pas. Donc, on l'examine, on fait quoi? Pour connaître la nature du point critique, on analyse le terme d'ordre 2, c'est-à-dire la forme quadratique. Et tout est concentré dans toute l'information et dans la hessienne, en fait, celle qui définit la forme quadratique dans mon développement. Voilà.
en fixant quelques notations avant d'énoncer les résultats sur les extrémums locaux. Alors, c'est quoi un extrémum local? C'est un point intérieur au domaine, d'abord, avant toute chose. Donc, c'est un point, et il ne faut pas qu'on ait un point sur le bord. Un point qui n'est pas sur le bord, donc à l'intérieur du domaine. C'est un minimum, on dit que f admet un minimum local en A ou que A est un minimiseur local de f. Si A, je dis bien, il est à l'intérieur. Pourquoi faire? C'est pour pouvoir trouver une boule ouverte autour du point en question, qui reste toute incluse dans le domaine. Donc A1 est un minimum local, pourquoi? Parce qu'autour de celui-ci, je peux trouver un rayon. Donc à l'intervalle ouvert ici, on est en dimension 1 ici, on traite une fonction de f dans R. Les boules sont des intervalles. Autour de 1, 1, vous voyez, toutes les images de f, quand x est proche de 1, 1, sont supérieures à f de 1. Donc on a bien un minimum local. Bon, dans ce cas, il est global. Hein. Si on suppose que la fonction est coercive, qu'elle va vers plus l'infini à gauche et à droite, donc ce point est bien un minimum global. Celui-là, par contre, l'origine, c'est un minimum local. Si on s'éloigne de 0, 0, si on reste localement, ici, c'est bien un minimum local, jusqu'à B1, B2, jusqu'ici. C'est toujours un minimum local, mais si on s'éloigne encore plus, vous voyez, 0, 0 ne minimise plus la fonction. On tombe sur une valeur inférieure, bien inférieure à 0. Pour le max, c'est pareil, max local, pareil. C'est un point qui est intérieur et autour duquel la fonction atteint un max. Voilà. Sinon, on dit qu'on est en présence d'un extrémum local. Quand il s'agit soit d'un maximum local ou un minimum local. Voilà. En 2D, pour les surfaces, pareil. Pour cette première courbe, on dispose ici de deux maxima locaux et ici de minima locaux. Graphiquement, un extrémum local, la courbe en un point extrémum local, à quoi ressemble en fait localement la courbe quand on est en présence d'un extrémum local? Regardez, ces points A1, B1, B2, A2, et aussi ces points. Parabole, monsieur. Parabole, des creux, je veux dire. Des creux ou des bosses. Vous voyez? Regardez. Ici, on a mis j'ai un creux, une bosse, creux, bosse, creux. Pareil ici. Des bosses ou des creux. C'est la même courbe. J'ai changé l'angle de vue pour voir ce qu'il y a derrière ici entre ma ligne. Est-ce que c'est toujours le cas? Eh bien non. Non, si ma fonction, si je considère la fonction valeur absolue, je ne vais pas dessiner, vous savez, c'est la courbe en V en fait. Il s'agit bien d'un minimum local en 0, et pourtant, c'est pas vraiment une bosse ou un creux. C'est aigu. Pourquoi? Parce que la fonction n'est pas dérivable. Ah, d'accord. Donc, pour avoir cette bosse ou ce creux, il faut que la fonction soit dérivable ou différenciable, une valeur supérieure, dans une dimension supérieure. Donc, on résume, si f est différenciable en un point, enfin, si elle est différenciable sur D, et si on est en présence d'un extrémum local, alors forcément, nécessairement, la différentielle en ce point est nulle. Ça veut dire qu'on est en présence d'une bosse ou d'un creux. Voilà. Voici un premier résultat. C'est une condition qui est nécessaire, mais pas suffisante. Je vous donne l'exemple vous connaissez l'exemple de x3. La dérivée en 0, elle est nulle. Et pourtant, 0, 0, l'origine n'est ni minimum ni maximum local. C'est comment on appelle ça? C'est le point d'inflexion. Oui, c'est un point d'inflexion. Un point dans lequel la courbe change de concavité.
Bon, c'est valable ici aussi, hein. Un point dans lequel la différentielle est nulle, ou la dérivée est nulle, n'entraîne pas que f atteint en ce point un extrémum local, hein. Donc, je reprends. Si ma fonction est de classe 1, ou différenciable suffit, hein, et admet un extrémum local en A, alors forcément la différentielle est nulle. Qui dit différentielle dit gradient, c'est la même chose, hein. Mais pas l'inverse. Pas l'inverse, ça veut dire on n'admet pas il n'y a pas de réciproque à ce résultat. Le gradient peut très bien être nul en un point donné, sans que le point A ne soit un extrémum local. On va traiter un exemple tout à l'heure. Mais faisons la preuve de ce résultat. Alors, je prends une fonction de classe 1, donc elle est différenciable. Alors pourquoi, et admet un extrémum local en A, alors c'est ce que c'est d'après la définition que je viens d'énoncer. Alors pourquoi le gradient est nul? C'est certainement parce que ces composants sont nuls, et ces composants sont les dérivées partielles par rapport aux variables x1, x2, xn. Donc je vais montrer dans un premier temps que je me fixe une variable, x, y ou z, donc une coordonnée quelconque, disons xj, et on va montrer que df sur dxj au point A est nul. Voilà. Donc je me fixe un j de 1 à n, c'est-à-dire que je me fixe une variable xj, et je vais montrer que df sur dxj est nul. Et la différentielle de f par rapport à xj, c'est quoi? C'est la limite quand t tend vers 0 de f de a plus t en perturbe suivant ej plus tej moins f de a sur t. Donc je vais former le taux d'accroissement f de a plus tej moins f de a sur t. Quand j'appelle h la fonction qui à chaque t associe f de a plus tej, hein, ej est fixé, hein, c'est t qui varie. Vous voyez, on se ramène une fonction de r dans r. Donc je parle dès lors de fonction de dérivabilité, de différenciabilité. Alors cette fonction, en tant que composée de fonctions dérivables, est dérivable à l'instant en t égale à 0, et admet un extrémum en 0. Comment ça? C'est par hypothèse. On suppose que f admet un extrémum local en A. En A, donc en f de A, j'ai un extrémum qui soit maximum minimum, mais f de A correspond à h de 0. Voilà. Donc, s'il s'agit d'un minimum local, donc j'ai f de a plus tej supérieur à f de a localement seulement, oui, c'est pour ça que je me place dans un voisinage de t égale à 0, c'est-à-dire on est tout près de a plus un tout petit quelque chose. A est dans ce cas, quand on est au voisinage de a est un minimiseur de f, donc en n'importe quel point proche de a, l'image par f de celui-ci est toujours supérieur à l'étoile. Après, je regarde, j'écris cette inégalité en termes de h. F de a, c'est h de 0. Et f de a plus tej, c'est h de t. Quand j'oublie les f, j'ai h de t supérieur à h de 0. Ça veut dire que 0 est un minimum local pour h. Vous avez une fonction de r dans r. Vous avez une fonction de r dans r, comme celle-là, fonction de r dans r, en 0, 0, et vous avez un minimum local. Donc la dérivée en ce point, elle est forcément nulle. Même si, dans l'autre cas aussi, dans le cas où, s'il s'agit d'un maximum local, on a la même chose, hein. Localement, quand on est proche de A, f de A plus tej est inférieur à f de A. F de A, c'est h de 0. Là, j'ai h de t. Donc, 0 est un maximum local. Il est intérieur à l'intervalle. Et donc, la dérivée en ce point est nulle. Donc, h' de 0 est nul. Qui dit h', ça veut dire que le taux d'accroissement h de t moins h de 0 sur t tend vers 0, qui n'est rien d'autre que la différentielle de f par rapport à xj au point A. Voilà. J étant arbitraire, je peux faire ça pour j égale 1, 2 jusqu'à n. Donc toutes les composantes du gradient sont nulles. Voilà. Donc, on retient ça. Donc si f est de classe 1 ou du moins différenciable, et si vous êtes en présence d'un extrémum local, si vous savez que quand votre point f atteint un extrémum local, alors forcément et nécessairement, le gradient en ce point est nul.
Un point en lequel le gradient est nul porte un nom, on l'appelle un point critique, on l'appelle aussi un point stationnaire. Un point en lequel le gradient est nul. N'oubliez pas, le point, il faut qu'il appartienne à l'intérieur, il faut qu'il soit à l'intérieur du domaine, hein, pas sur la frontière. Le gradient est nul. Donc, on a une première condition nécessaire. Euh, si f atteint un extrême local en un point donné, alors nécessairement le gradient en ce point est nul. Donc, pour repérer les points critiques de f, je fais quoi? Je commence par annuler le gradient. Si j'ai 2 ou 3 points, ça veut dire que la fonction admet au plus, ici, si je trouve 3 points, donc maximum 3 extréma locaux. Et il se peut qu'en tous ces points, la fonction n'atteint ni maximum ni minimum local. Vous voyez? Donc un point en lequel le gradient est nul, ça veut dire un point critique. Un point critique peut être soit un maximum local, soit un minimum local ou ni l'un ni l'autre. Attention. Mais on commence toujours par euh, annuler le gradient pour trouver les points critiques. Après, on analyse point par point et voir s'il s'agit d'un max ou d'un min ou ni l'un ni l'autre. Donc la réciproque en général est fausse. Un point critique n'entraîne pas. Ça ne veut pas dire qu'il est extrêmement local forcément, hein. C'est le cas de la fonction x3, hein. La dérivée est nulle. Dans 0 est un point critique à f. Pourtant, en ce point, la fonction n'atteint ni maximum ni minimum local. En dimension 2, voici un exemple. La fonction x2 moins y2. Le gradient en ce point, il est nul en 0, 0. Dans 0, 0, il est bien un point critique. Il est intérieur au domaine, on travaille dans R2. Et pourtant, la fonction ne présente ni maximum ni minimum local en ce point. Comment ça? Regardez, je vais considérer 2 restrictions. La première, la courbe jaune interrompue, c'est-à-dire suivant le plan y égale à 0. Donc, je considère la restriction fx0. Oubliez toute la surface. Regardez juste la courbe en interrompu, la courbe jaune. Vous voyez, donc ce point semble être un minimum local. Donc c'est toujours supérieur égal à f de 0, 0. Alors que dans l'autre direction, suivant l'autre restriction, x égale à 0. Donc je regarde l'autre courbe jaune en continu. 0, 0 semble être un maximum local. Vous voyez, tantôt un maximum, tantôt un minimum. Donc, bref, il est ni maximum donc, ou ni minimum local. Et on l'appelle donc un point sel. Un tel point, on l'appelle un point sel ou un point colle. C'est pas pour rien. Vous voyez, regardez la surface, elle ressemble bien à la selle de cheval. C'est quoi un point sel? Un point dans lequel le gradient est nul, un point dans lequel la différentielle est nulle, un point critique, mais seulement il est malheureusement f ne présente aucun extrémum local en ce point. Donc je récapitule. Donc un point dans lequel le gradient est nul, c'est un point critique, un point intérieur dans lequel le gradient est nul. Il peut être un extrémum local, un maximum local, ou bien un minimum local, ou bien ni l'un ni l'autre, ça veut dire un point sel. Voilà. Bon, alors une fois trouvé ces points critiques, les points, on sait les trouver, hein, on annule le gradient tout simplement. Donc calcul algébrique à faire. Généralement, vous avez un système à résoudre. Admettons qu'on sait résoudre algébriquement ce système. Parce que sinon, si on est incapable de résoudre le système, on fait des approches numériques. Sinon, si on est capable de trouver algébriquement l'ensemble des solutions de grade fx égale à 0, tant mieux. On fait quoi après? Voilà, admettons qu'on a trouvé les points critiques, on fait quoi après? Pour savoir s'il s'agit d'un maximum ou d'un minimum local, on fait quoi? On analyse en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai lancé les formules tout à l'heure, on analyse la partie d'ordre 2 dans mon développement. Oula, j'ai oublié de parler de ça, oui. Excusez-moi. Le lien en fait entre comment se comporte le gradient en un point critique, justement, oui. Alors, si je vous donne le tracé du gradient d'une fonction donnée, vous ne connaissez pas la fonction, je ne vous donne pas la fonction. Et je vous montre juste le tracé de son gradient. Et je vous demande de caractériser ce point, le point vert ici.
le point 0, 0. Et je vous dis que ce point est un maximum local, un point auquel le gradient est nul, on le voit de suite. Hein. Le vecteur, regardez la magnitude du vecteur, gradient de plus en plus petite, donc là on ne voit plus le vecteur parce qu'il est nul. Alors en ce point, remarquez que les vecteurs, le champ de vecteurs ou les gradients de f, le gradient de f en ce point s'éloigne, vous voyez. Enfin, les flèches indiquent quoi? Les flèches, elles sont divergentes, elles s'éloignent de ce point. Et plus on s'éloigne, plus la magnitude est grande. Ça veut dire que dans ce sens, en s'éloignant de ce point, la courbe elle croît ou elle décroît? On essaie d'imaginer à la surface. Hein. On ne connaît pas la surface, la fonction, ni la surface. On n'a pas la surface. Il s'en on a juste le tracé de f. Et à partir du tracé, on va pouvoir dégager des conclusions. Alors dites-moi, en ce point, est-ce un minimum ou un maximum local ou un point CL pour f? Minimum, monsieur. Minimum. Minimum local, parfait. C'est correct. Donc les flèches ici indiquent qu'on est en présence d'un minima local. Oui, parce qu'on sait que le gradient il pointe dans la direction de croissance de f. C'est dans ce sens que la fonction croît, pas dans l'autre. Donc c'est comme, imaginez un bol, c'est comme un bol. Le graphe au-dessus ressemble à un bol. Monsieur, Bon, oui. monsieur, un point seul qui fait représentation donc, autour du point. Elle ressemble à ça. Voilà, en un point celle, la courbe, elle Là, ressemble à ça. en termes de vecteurs, si c'était à représenter qui m'a le minimum, Ah, mais attends un peu, attends un peu. Euh, donc, si vous avez ça comme tracé, le tracé du gradient, donc les vecteurs convergent vers le point. Convergent vers le point. Donc, c'est un maximum ou un minimum, ou l'un et l'autre. Le gradient, il pointe dans la direction de croissance. Ça veut dire qu'en se dirigeant vers le point, la fonction, elle croît, elle croît, elle croît. Donc, il s'agit d'un Max local. max local, tout à fait. Voilà. Il s'agit donc d'un maximum local, c'est normal. C'est comme un bol, mais renversé. Hein. Celui qui m'a posé la question tout à l'heure. Regardez. Dans ce sens, la fonction croît, c'est-à-dire suivant cette restriction, x égale à 0, on va dans ce sens, en s'approchant du point vert, la fonction, elle croît. Alors que dans ce sens, de ce point, les flèches, regardez, pointent vers la droite et vers la gauche. Donc on descend. Le niveau décroît. Dans un sens, la courbe croît, dans l'autre, elle décroît. C'est bien un point de sel. Celui qui m'a posé la question tout à l'heure, à quoi ressemble le tracé du gradient quand on est en présence d'un point sel? Voilà à quoi ressemble. Donc, des flèches, dans un sens, les flèches, elles sont convergentes, et dans l'autre sens, elles sont divergentes. Voilà. Bon. Alors, l'analyse maintenant des points critiques. Alors, on fait comment pour déterminer, pour savoir la nature de mon point critique? Je répète, donc, une dernière fois, pour trouver les points critiques, je fais quoi? J'annule le gradient, tout simplement. J'ai une liste de points, j'examine les points un par un. Donc, localement, je considère, je me fixe un point. Alors, pour analyser ce point, je fais quoi? J'analyse la partie quadratique de mon développement Taylor. Pourquoi? Si on se contente d'un DL à l'ordre 1, je ne vois rien. On veut connaître le signe de la différence, f de a plus h moins f de a. Je veux comparer f de a plus h moins f de a. Si on se contente d'un DL à l'ordre 2, c'est tout ce que j'ai. Donc la fonction ici, elle est aplatie. C'est toujours constante, je ne vois rien. Pourquoi? Parce que la partie linéaire, elle est nulle. Pourquoi elle est nulle?
parce qu'elle s'écrit gradient de f au point A, scalaire h, et le gradient en ce point, il est nul. J'ai dit un point critique. Un point critique. Donc f' nul. Donc la différentielle est nulle. Donc il n'y a pas ce terme. Je suis obligé, donc, pour contrôler cette différence, d'aller voir, d'aller chercher le terme qui vient après. C'est la partie définie en termes de la Hessienne, qui est une forme quadratique. De la forme x2 plus quelque chose fois xy plus quelque chose fois y2 en général. C'est quoi une forme quadratique? C'est un polynôme homogène degré 2 qui est associé à la forme binaire de tout à l'heure de la Hessienne en fait. Vous voyez? Donc il faut connaître le signe de cette forme quadratique pour pouvoir conclure, savoir si f de a plus h est plus grand que f de a ou le contraire, ou change de signe. D'accord. Bien sûr, si j'ai un minimum local, c'est terminé. Ça veut dire que cette forme quadratique elle est forcément positive. Hein. Si c'est un maximum local, forcément elle est négative. Mais c'est le contraire qu'on veut. Hein. On veut connaître le signe pour pouvoir conclure, justement, pour savoir si A est un maximum local ou un minimum local ou un point C. Eh bien, en fait, deux cas qui se présentent. Alors, si la forme quadratique est, je ne dis pas positive, mais j'ajoute définie positive, j'ai expliqué ce que ça veut dire, pourquoi définie positive. Si elle est définie positive, alors on peut affirmer qu'il s'agit que f admet un minimum local, et si elle est définie négative, alors elle admet un maximum local. Comme pour les fonctions d'une seule variable, hein, pour connaître vous êtes en présence d'un point critique, un point lequel la dérivée est nulle. Hein, pour savoir si c'est un creux ou une bosse, je fais quoi? Je calcule la dérivée seconde. F seconde. Si f seconde est positive, strict, ça veut dire que ma courbe elle est convexe, donc j'ai un minimum local. Sinon, c'est l'inverse, donc j'ai un maximum. C'est pareil. À la place de la dérivée seconde, j'ai une forme quadratique. Alors, définie positive, ça veut dire qu'elle n'est pas dégénérée. Définie, ça veut dire quoi? Qu'elle touche 0 en seulement 0. Elle touche 0 seulement à l'origine. J'ai expliqué ça tout à l'heure. Mais gardez ça à l'esprit pour le moment. Alors, pour connaître la nature de mon point critique, je dois analyser donc la forme quadratique ou bien la matrice hessienne, celle qui définit la matrice qui représente la différentielle d'ordre 2. C'est pareil. Bon, je vais traiter un exemple. Pourquoi faire de la théorie? Je vais traiter un exemple concret. Oui, Juste le voisinage de 0, h. tout ça. Oui, oui, quand h oui, quand h tend vers 0, quand on est proche de 0. Oui, on est en train de faire des études locales, de l'optimisation locale, localement, quand on est proche du point en question, pas global, d'accord? Donc, on se propose de déterminer les extrémas locaux de la fonction super gentille, une fonction polynomiale x2 moins 3xy plus y3. Remarquez que le domaine c'est R2, on travaille dans un ouvert, on est loin des frontières, tout va bien, la fonction de classe C1, même de classe C2, c'est infini ce que vous voulez. Donc cela nous permet d'affirmer que les extrémas de f sont forcément atteints en des points critiques, c'est-à-dire en des points en lesquels le gradient est nul. Donc je commence pour repérer justement les points critiques, je fais quoi? Je commence par annuler le gradient, je calcule le gradient à un point quelconque, voilà ce que je trouve. La dérivée par rapport à x c'est 2x moins 3y. Dérivée par rapport à y, c'est moins 3x plus 3y2. J'annule les deux quantités. Par substitution, donc j'ai y égale 2 tiers x. 2 tiers x, puis l'autre équation, de l'autre équation, le tiers x égale y2. Je combine les deux, bref, x positif, ce que vous voulez, on trouve deux points, en fait 0, 0, et 9 quarts, 3 demi. On dispose donc de deux points critiques, 0, 0, et 9 quarts, 3 demi. Alors, ce sont des points critiques seulement. Donc, on aimerait bien savoir, connaître leur nature, la nature de chacun de ces points. Comme je disais tout à l'heure, on doit donc examiner la partie quadratique. Qui dit la partie quadratique dit la matrice hessienne. Donc, on est obligé d'évaluer la hessienne en ces points.
en un point xy quelconque, voilà à quoi ressemble la matrice hessienne. Donc la dérivée seconde par rapport à x c'est 2, par rapport à y c'est moins 3, puis par rapport à y moins 3. Et si c'est remarqué qu'elle est symétrique, c'est normal parce que ma fonction est de classe C2. D'après Schwartz, elle est symétrique, elle est réelle, symétrique, ce que vous voulez. Pourquoi je parle de ça? En fait, je prépare un résultat algébrique. Vous savez que quand la matrice est réelle et symétrique, on peut la diagonaliser dans une base orthonormale et tout. Je reparlerai de ça tout à l'heure. Bon, restons dans le DL à l'ordre 2. Donc la SN vaut ça. En 0, 0, la matrice SN vaut 2, moins 3, moins 3, 0. Et du coup, mon DL s'écrit ainsi. F0, 0, c'est 0. Le gradient nul, c'est normal. La SN vaut ça. Je développe les produits scalaires. Voilà ce que je trouve. C'est ma forme quadratique dont je parle tout à l'heure. C'est le développement quadratique que l'on tire, tiré de contient de l'UDL à l'ordre 2. Voilà. Tout est ici, en fait, dans la forme quadratique, plutôt le signe de la forme quadratique, pour savoir si f de xy est supérieur à 0 ou le contraire. Il faut analyser ce terme. Alors, notre terme, pour connaître son signe, je fais quoi? Il faut réduire ce terme. Alors, on fait quoi pour réduire la forme quadratique ou sa matrice, hein? Alors, on réduit soit la forme quadratique ou la matrice correspondante, c'est bien ça, avec le 1, 2, ou la SIN. Eh bien, on dispose de deux méthodes. Il y a ce qu'on appelle la méthode de Gauss. Vous savez ce que c'est? Non? Et puis, ou bien, il y a aussi la méthode de réduction par analyse spectrale, chose que vous connaissez depuis le cours d'algèbre. Chercher les valeurs propres, ainsi de suite, l'écrire sous forme diagonale, ainsi de suite. Bon. Alors, pourquoi je réduis que 1? Pour qu'après réduction, on ait une de ces trois formes, dans les meilleurs des cas, s'il n'est pas dégénéré. Hein. Dégénéré, on est en dimension 2, donc le rond qui soit égal à 2, ça veut dire qu'après réduction, j'ai 2 carrés, hein. Toujours 2 carrés. 2 carrés. Et la réduction va nous permettre d'écrire la forme quadratique en question sous une de ces trois formes. Alors, soit plus x2 plus y2. À l'esprit, j'ai le modèle, donc c'est le bol, c'est le creux en fait, donc il s'agit d'un minimum local. Ou bien moins x2 ou moins y2, le bol renversé, donc il s'agit d'un maximum local. Ou bien moins x2 plus y2, ou le contraire, x2 moins y2, donc le signe opposé, les signes ici. Donc il s'agit d'un point Cl. Et pour réduire donc la forme quadratique, l'écrire sous cette forme ou celle-là, comme j'ai dit tout à l'heure, on dispose de deux méthodes, la méthode la dite de Gauss ou bien par analyse spectrale. Commençons par la méthode de Gauss. Alors que dit la méthode? C'est quoi la méthode de Gauss? Eh bien, cette méthode consiste à factoriser, décomposer la forme quadratique en somme et différence et ou différence de carrés de forme linéaire indépendante. Comment ça? Je complète le carré. x2 moins 3xy, c'est le début du développement d'une identité remarquable. C'est de la forme a2 moins 2ab. Donc c'est x moins 3 demi y au carré. Voilà. Puis je corrige. Moins 9 quarts y2. Voilà. Et donc je fais après un petit changement de variable. J'appelle ça grand X. Et 3 demi y, y2. Hein, vous voyez, 2 carrés. Je pose x égale x moins 3 demi y, y égale 3 demi y. Voici ma forme réduite. Voilà, Q1 est égal à x2 moins y2. C'est la forme standard. Et ça me fait penser à la selle de cheval. Et donc, il s'agit d'un point selle. 0, 0 est donc un point selle de f. C'est clair ou pas? Ceux qui ont fait les paraboles, les hyperboles et coniques en général, en terminale, et ils s'en sortent bien, ils ont tout compris, je suppose.
Pour connaître la forme de ma conique, je dois la réduire. Une des manières, c'est d'utiliser la méthode de Gauss, facile à appliquer, je suppose. Imaginez qu'on n'a pas x2, c'est compliqué. Vous faites comment pour réduire en moins 3xy? Ou xy pour faire simple. Je fais quoi pour réduire xy? L'écrire sous forme de somme ou différence de carré. Admettons qu'il n'y a pas, il y a ni x2 ni moins 3. Xy tout simplement. La forme quadratique est tout simplement égale à xy. Je fais comment pour la réduire, l'écrire sous cette forme? x2 plus y2 ou moins y2 ou des moins partout. Soit vous utilisez les identités remarquables, xy ou 2xy ou 4xy, allez, pour faire simple, 4xy, je peux voir 4xy comme différence de 2 carrés, x plus y au carré moins x moins y au carré, différence de 2 carrés. Ou bien, je fais quoi? Je fais le changement de variable x moins y, x plus y, voilà, je développe, j'obtiens x2 moins y. Donc, quand je vois xy, je sais la réduire, et puis je sais qu'il s'agit d'un point qui est défini un point C. Voilà. Sinon, oui, pour le deuxième point, oui, je vais faire la même chose pour le deuxième point. Donc, c'est un point critique en lequel le gradient est nul. Je ne l'écris pas ici. Son DL à l'ordre 2, s'écrit comment? J'évalue en fait f en ce point, je trouve 27 16e. J'évalue la hessienne en ce point, je trouve 2, moins 3, moins 3. Je crois qu'on avait, je ne sais plus, on avait quoi ici? 3y ici? Je ne sais plus. En tout cas, je trouve 9. xy moins ab, point 9 quart, 3 demi, ainsi de suite. Alors, je développe tout. Voilà, ma forme quadratique, elle est là. Elle est moche. Bon, avant de la réduire, je vais faire une petite translation du repère, le 0, 0. Je vais le placer au point 9 quart, 3 demi. Voilà, donc ma forme quadratique, après le changement de variable, après la translation du repère, voilà à quoi ressemble. Donc, c'est x2 à la place de x moins 9 quart. Là où je vois x moins 9 quart, pour moi c'est x, et quand je vois y moins 3 demi, pour moi c'est y. Voilà, ce 9 demi, y2. Elle est développée, elle n'est pas factorisée, on va la factoriser. Encore une fois, par la méthode de Gauss, je regroupe les x. x2 moins 3xy, 3xy c'est x moins 3 demi y au carré. Je corrige après. Voilà. Plus normalement 9 quarts pour trouver 9 demi y2, donc j'ajoute encore un 9 quarts y2. Et on a bien la forme x2 plus y2, et donc il s'agit d'un minimum local. Des questions concernant cette méthode? Allô? Réveillez-vous, oh! On a presque fini. C'est vrai, monsieur. كيفاش نتعرض؟ Du début? ليه جوست اخر بارتي معناتها من الكيو 2 هذيك تيلد. D'accord. Regarde, l'expression de Q2, elle est horrible, là, comme ça. Je fais quoi avec? Donc, je dois d'abord, dans un premier temps, la simplifier. Pourquoi x moins 9 quarts, x moins 9 quarts, y moins 3 demi? On peut l'écrire beaucoup plus simplement. Il suffit de faire une petite translation du repère, facteur x moins 9 quarts, y moins 3 demi. Donc je place l'origine en ce point, en 9 quarts 3 demi. Voilà, donc x moins 9 quarts au carré, pour moi c'est x2. 3, x moins 9 quarts, y moins 3 demi, pour moi c'est 3xy, dans le nouveau repère, plus 9 demi, y2, tout simplement. Et après, je commence ma factorisation. La plus simple à factoriser, celle-là.
Voilà, et ça donne ça. Donc normalement x moins 3 demi y au carré, je corrige, en fait, je fais moins 9 quarts y2 plus 9 demi, ça va me donner 9 quarts y2, je regroupe les deux termes, je mets un seul carré, donc 3 demi y2, j'ai bien la forme x2 plus y2. Pour moi, x2 plus y2, c'est le bol, c'est un minimum local, il s'agit donc d'un minimum local. Bon, alors, on a compris la méthode de comment réduire la forme quadratique avec la méthode de Gauss. Alors, on fait comment? En- Pour la réduire justement avec une autre méthode, avec la méthode de, comme j'ai dit tout à l'heure, avec une petite analyse spectrale, c'est-à-dire on va réduire la SN, la rendre en diagonale dans le meilleur des cas. Et ça marche dans la plupart des cas. Pourquoi? Parce que ma matrice, d'après Schwartz, elle est symétrique. Donc je sais qu'elle est diagonalisable dans une base normale. Chose qui n'est pas toujours vraie hein, pour une matrice pleine qui n'est pas forcément symétrique. Alors, donc ma matrice laïcienne, elle est symétrique, réelle et symétrique, donc elle est diagonalisable dans une base orthonormale. Ça veut dire qu'on peut la diagonaliser dans une base orthonormale. Ça veut dire que la matrice de passage, elle est orthogonale, ça veut dire inversible. Et son inverse, c'est tout simplement sa transposée. Voilà. Bon. Voilà. Donc je prends ma matrice, je réduis donc la matrice hessienne par diagonalisation. À quoi ressemble maintenant la nouvelle forme quadratique? Une fois la hessienne réduite, bien sûr, je ramène le problème en 0, 0, comme tout à l'heure. Donc la hessienne, donc la diagonale, elle est formée par, en dimension 2. Hein, je vais traiter le cas simple quand on est en dimension 2. Ma matrice, elle est réelle et symétrique, elle est diagonalisable dans une base orthonormale, peu importe. Dans cette nouvelle base, relativement à cette nouvelle base, la matrice hessienne, elle est semblable à D, donc on la remplace par la matrice diagonale lambda 1, lambda 2, 0, 0. La forme quadratique, c'est 1 demi fois la nouvelle hessienne scalaire fois xy, scalaire xy. Je fais le produit scalaire, j'obtiens lambda 1 sur 2 x2 plus lambda 2 sur 2 y2. Voilà, la forme quadratique réduite après diagonalisation. Voilà. Donc, prenons un cas simple, des cas simples. Si lambda 1 égale lambda 2 égale à 2, c'est terminé, j'ai la forme x2 plus y2, j'ai le bol, il s'agit donc d'un minimum local. Si je prends lambda 1 égale à 2 et lambda 2 égale à moins 2, j'ai x2 donc moins y2, et il s'agit d'un parcelle. Et si les deux sont égaux à moins 2, j'ai moins x2 moins y2, donc j'ai un minimum, un maximum local. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que j'ai vraiment besoin des valeurs exactes de lambda 1 et lambda 2? Si à la place de lambda 1, à la place de prendre 2, je prends 1 ou 4, allez, pour faire simple. Je prends lambda 1 égale lambda 2 égale 4. Les signes. Oui, oui. Le signe, oui. Ce qui importe le plus, c'est le signe. Vous avez tout compris. Donc, si les deux valeurs propres sont strictement positives, je traite le cas non dégénéré. Hein. Admettons que les deux carrés existent. Ça veut dire qu'aucune des valeurs propres n'est nulle. Hein. J'ai soit x2, j'ai les deux en fait, x2 plus y2. Le rang vaut toujours 2. Si elle est nulle ou si un des carrés est absent, ça veut dire qu'elle est dégénérée. Il faut raisonner autrement, à la main, autre chose. Donc on oublie ça. Alors, je reprends donc. Si mes valeurs propres sont strictement positives, c'est terminé. J'ai un minimum local. Si les deux valeurs propres sont négatives strictes, j'ai un maximum local. Et si les deux valeurs propres sont non nulles, mais de signes opposés, ça veut dire que j'ai un point C. C'est terminé. Bon, maintenant, est-ce qu'on est capable, peut-on déterminer le signe des valeurs propres sans connaître leur valeur exacte? La réponse est oui. Comment ça? Vous savez que la hessienne et D sont semblables, deux matrices semblables. Ce qui reste invariant entre les deux matrices, pour les deux matrices, ce sont le déterminant et la trace. Donc, pas besoin
de faire une vraie analyse spectrale, de déterminer le spectre de la Hessienne, c'est-à-dire les valeurs propres exactes de la Hessienne et tout, pas besoin de faire ça. J'ai ma matrice Hessienne, je calcule son déterminant, sa trace, et à partir de, je dis bien des signes, et même pas des valeurs, hein, des signes de déterminant et de la trace, je peux connaître le signe et des valeurs propres qu'on est censé trouver, hein, et dès lors, je connais donc la forme de Baconic. Comment ça? Alors, déterminant de la Hessienne, c'est aussi égal au produit des valeurs propres, lambda 1, lambda 2, qu'on est censé trouver, hein. Donc, si le déterminant est positif strict, obligé positif strict, pourquoi? Pour exclure l'éventuelle nullité d'une des valeurs propres. Positif strict, ça veut dire que mes deux valeurs propres, d'une part, sont non nulles, donc j'ai le rang qui est égal à 2, on est dans un cas non dégénéré, tant mieux. Donc on va pouvoir définir la forme quadratique, on va pouvoir décider. 2, positif strict, ça veut dire quoi? Soit les deux positifs stricts, soit les deux négatifs stricts. Alors pour savoir, pour trancher, je regarde la trace. La trace de la sienne, c'est aussi lambda 1 plus lambda 2, puisque la trace est invariante par changement de variable. Donc c'est lambda 1 plus lambda 2. Si la trace elle est positive et on sait que les deux sont de signe plus, c'est terminé. Ça veut dire que chacune des deux variables, des variables aléatoires, n'importe quoi, des valeurs propres est positive stricte. Si la trace est négative et que le déterminant est positif strict, je répète, donc le déterminant positif strict, ça veut dire que les deux valeurs propres sont de même signe. Trace négative, ça veut dire que les deux valeurs propres sont négatives. Donc les deux valeurs propres sont négatives, et donc j'ai un minimum local. Maintenant, si le déterminant de la Hessienne est négatif strict, ça veut dire que les valeurs propres, ok, aucune des deux n'est nulle, mais de signe opposé. Donc il doit y avoir certainement une valeur propre positive, l'autre négative. Donc soit j'ai plus x2 moins y2, ou moins x2 plus y2, et dans les deux cas, j'ai un point Cl. Terminé. Donc vous voyez une belle caractérisation quand on est dans R2. En dimension supérieure, non, impossible. Connaissant le signe du déterminant et le signe de la trace, ne nous permettent pas de déterminer, de connaître le signe des valeurs propres lambda 1, lambda 2, lambda 3. On est obligé de faire une étude entière, complète, étude spectrale entière. On est obligé de calculer, de trouver les valeurs exactes des valeurs propres. Bon, donc je résume tout ce que j'ai dit. Donc en dimension 2, si on est en présence d'un point critique, alors si le déterminant de la Hessienne, vous voyez, plus besoin d'aller chercher l'expression de QA de F, ni rien. Donc j'ai un point critique, un point auquel le gradient est nul. De suite après, j'évalue la Hessienne en un point arbitraire, je l'évalue en point A, et je regarde le déterminant et la trace. Si le déterminant de la Hessienne est positif strict, ça veut dire qu'on est en présence d'un extrême local. Pour trancher, je regarde la trace. Si c'est positif strict, on dit que c'est un minimum local. Si c'est négatif strict, j'ai donc un maximum local. Algébriquement, cela veut dire que ma forme quadratique, elle est définie positive. Ça veut dire que si je réduis ma forme quadratique avec la méthode de Gauss, je vais trouver quelque chose de défini positif. Ça veut dire de la forme x2 plus y2. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi que les valeurs propres de la Hessienne les deux sont positifs stricts. Voilà. Si la trace, toujours dans le même cas, déterminant de la Hessienne positif strict, si la trace est négative stricte, ça veut dire que les deux valeurs propres sont négatives strictes, ça veut dire que la forme quadratique est définie négative, et il s'agit donc d'un maximum local. Dans l'autre cas, si déterminant est négatif strict, on exclut toujours à 0, hein, alors la forme quadratique n'est pas définie dans ce cas, et le point A est un point Cl pour F. Appliquons ce résultat à notre exemple. En 0, 0, on avait trouvé quoi? F atteint ce point, que ce point est un point Cl pour F. On peut faire le test de la Hessienne. J'évalue la Hessienne en 0, 0. C'est 2 moins 3 moins 3, 0. Le déterminant ici, c'est alors 2 fois 0, donc 0 moins 9, négatif strict. On est dans ce cas, point, deuxième point.
Donc, il s'agit d'un point cell terminé, il s'agit d'un point cell. Pour l'autre point critique 9 quarts, 3 demi, j'évalue la Hessienne, c'est 2 moins 3 moins 3, 9. Le déterminant, c'est 18 moins 9, c'est positif strict. Et la trace, c'est 11, donc positif strict. C'est terminé, on est dans le cas 1, sous cas 1. Et donc, il s'agit d'un minimum local. Il s'agit d'un minimum local. Vous voyez, rapidement, de 2, sans se casser la tête. J'évalue la Hessienne. Bien sûr, on espère trouver une forme quadratique non dégénérée. C'est-à-dire, j'espère que le déterminant n'est pas nul. S'il est nul, on est cuit. On est mort. Le cas dégénéré, quand le déterminant est nul, alors on ne peut pas conclure dans ce cas avec le test de la Hessienne. On peut conclure autrement. Alors, pour vous convaincre, on va traiter le cas de ces deux fonctions. x2 plus y3 comme expression pour f, et x2 plus y4 pour g. Donc les points critiques faciles à trouver, 0, 0 est à la fois point critique pour f et pour g. Facile à vérifier. Pour analyser ce point, pour étudier la nature de ce point, normalement, on doit aller chercher la forme quadratique associée, enfin, extraite ou tirée de la forme quadratique du DL à l'ordre 2 de chacune de fonction. Ici, la forme quadratique, elle saute aux yeux, hein, x2 et x2, pour les deux fonctions. Et remarquez que la forme quadratique, ici, elle est dégénérée, il n'y a pas le y2, donc on a perdu une dimension. Et pourquoi je ne peux pas conclure? Parce que dans le premier cas, il s'agit d'un point cell. Comment ça? En 0, 0, le terme qui va imposer son signe, c'est le y3. Vous voyez, donc tout dépend si on est à droite de y ou à gauche, c'est-à-dire dans le plan droite du point x égale à 0, ou à gauche, on change de signe. Et donc, il s'agit d'un point cell. Et ici, par contre, cette quantité est toujours positive. Hein. Carré et puissance 4, toujours positive. Dans 0, 0, c'est même un minimum global, hein, puisque local, c'est toujours positif. Vous voyez? Donc, ça veut dire que si j'ai une forme quadratique et dégénérée, on ne peut pas conclure. Ça veut dire quoi? Qu'on s'attend à tout. On peut trouver soit un point cell, soit un minimum, soit un maximum local. Tout dépend des cas. Par contre, si je rajoute le terme manquant, le y2 qui manque, là, je sais conclure, et pour les deux, c'est un minimum local, parce que la forme quadratique, c'est toujours x2 plus y2. Hein, peu importe ce qu'il y a après, c'est bon, c'est terminé. Hein. C'est cette forme quadratique, une fois elle est dégénérée, c'est elle qui va définir la conique la conique qu'on a, x2 plus y2. Je peux de suite conclure que 0, 0, 0 est un minimum local, aussi bien pour f que pour g. Et pourtant, f et g n'ont pas les mêmes expressions, vous voyez. Voilà. Donc en dimension supérieure, d'abord, petite illustration. Ah, donc gardez ça à l'esprit. Donc quand c'est la forme quadratique est nulle, ça veut dire que ma fonction elle est aplatie, donc je ne sais pas conclure. Il faut passer à l'autre échelle, l'échelle d'après. Regardez ce qui se passe après l'ordre 2. Si elle est dégénérée, j'ai un cylindre parabolique comme ça. Non, je ne sais pas si après elle grimpe la fonction dans ce sens et dans l'autre, c'est-à-dire elle devient comme ça, elle va ressembler à un bol, ou elle reste comme ça. Ben, tout dépend des cas, hein. Tout dépend de ce qu'il y a après x2. Dans tous ces trois cas, la forme est dégénérée. Et dans tous ces cas, je ne peux pas conclure. Je sais conclure quand ma forme quadratique n'est pas dégénérée. Soit un minimum local si j'ai un bol renversé maximum local, ou bien un point cell si j'ai la fameuse selle de cheval. En dimension supérieure, alors je fais comment pour déterminer la nature de ma forme quadratique? Alors, toujours pareil, soit par la méthode de Gauss, soit par analyse spectrale, mais en dimension supérieure égale à 3, concernant la méthode de réduction par recherche de valeurs propres, on est obligé d'aller jusqu'au bout, donc de calculer les valeurs propres exactement, de les trouver explicitement, pour pouvoir conclure quant à la nature du point critique. Sinon, algébriquement, avec la méthode de Gauss, si la forme quadratique est nulle ou si un des termes qui manque
un terme enfin, nombre de carrés, si vous voyez que le nombre de carrés est inférieur strictement à la dimension de l'espace sur lequel vous travaillez, ça veut dire qu'elle est dégénérée. Positive ou négative, ça ne change rien, je ne peux pas conclure dans tous ces cas. Je sais conclure quand ma forme quadratique elle est définie. Elle est plutôt non dégénérée, je veux dire non dégénérée. Ça veut dire que j'ai tout mais n carrés. Alors, si les signes, il y a un mélange de signes et des plus et des moins, ça veut dire que j'ai un point L. Des plus partout, il s'agit donc d'un minimum local. S'il y a des moins partout, on dit qu'il s'agit d'un maximum local. Voilà. Je vous ai laissé liste d'exercices. 4 exercices en tout à préparer pour la prochaine fois. Voilà. Des questions? C'est tout, on a presque fini tout le cours, hein. Enfin, tout ce qui concerne les extrémas locaux, hein. Il nous reste un tout dernier paragraphe sur les extrémas sous contrainte. Donc, un résultat sur les extrémas globaux, un petit résultat. Et puis, un petit résultat sur les extrémas liés. On va traiter un exemple simple et je clôture avec tout le cours d'analyse 2. Voilà. Bon, vos questions? C'est facile, je suppose. Vous voyez, c'est pratique, c'est calculatoire, rien de particulier, rien de spécial. Graphiquement, il faut comprendre ce qui se passe sur la surface, sur les courbes de niveau, autour d'un point critique, le gradient, comment se comporte, tout ça. Et puis, comment analyser un point critique. D'abord, pour trouver le point critique, je fais quoi? J'annule le gradient, j'ai un système à résoudre. Vous savez résoudre de tel système, je suppose. Et puis, l'analyse des points critiques point par point, avec le test de la Hessienne, dans les meilleurs des cas, quand la forme quadratique n'est pas dégénérée, quand il n'y a pas zéro comme valeur propre. Sinon, si elle est dégénérée, il faut raisonner autrement. Comme dans l'exercice 2, oui, les formes quadratiques, elles sont dégénérées ici, où les Hessiennes correspondantes ont 0 comme valeur propre. Donc, il faut raisonner autrement, faire autre chose. Non pas avec la matrice Hessienne. Dans l'exercice 1, je crois que tout va bien. Voilà. Et puis un exercice théorique. Celui-là, cet exemple, vous allez le rencontrer très souvent l'année prochaine. Et derrière se cache la régression linéaire. Qui dit régression linéaire dit apprentissage, de machine learning, tout ça, hein. Voilà. Bon, je vous laisse donc, s'il n'y a pas de questions. Alors, à qui là? Vous êtes toujours là? Posez-moi toutes vos questions, hein. Je suis là pour répondre. C'est clair, monsieur. C'est clair. Ah, mais t'as tout compris. Elim, t'as tout compris. Omaim, comment ça s'appelle? J'ai du mal à lire les noms. Bon, ben... je ne sais pas quand est-ce qu'on va... je vais programmer une autre séance pour corriger les exercices et terminer la partie sur les multiplicateurs de Lagrange. Ça vous dit qu'on laisse ça pour après l'Aïd? On peut reprendre après l'Aïd? Allô? monsieur معناها ما عادش نقراو من العيدة. Oui, je veux bien, oui. Ça vous digérer ça déjà, essayer de faire ça, de répondre aux exos et on va reprendre après l'Aïd. Hein, de toute façon, les examens sont programmés pour quand? C'est pour le mois de juin, je crois.
Début juin. Début juin. Donc on a le temps. Oui. On fera une séance aux deux entre le 20 et le 30 juin. C'est mieux. Monsieur arrête court le 26. Oui, alors, arrête court le 26. On peut bosser le 28 ou le 30. Il n'y a pas de mal. Hein. D'accord. En tout cas, c'est pour votre intérêt. Hein. Bon, allez, à très bientôt. Je vais publier ça dans un instant sur OneDrive. Ok, à très bientôt. Allez, bye bye. Michel. Merci. Bye bye.